Écoutez, j'en ai une que personne ne connaît parce qu'elle est passée inaperçue, qui s'appelle Maître des bottes, qui serait un film absolument génial. C'est une série malheureusement qui est passée à 6 h du matin pour des questions de programmation, donc personne ne l'a vue. Mais je crois que c'était pour moi une des meilleures séries qu'on ait produites. Vous n'êtes pas content de m'entendre? J'ai tellement envie de vous rencontrer. Bah ça va pas être évident à expliquer. Tu te rappelles le maître des bottes? Oula, l'entame va pas être évidente pour celle-là. C'est la série préférée de Jean Chalopin? Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Bon, on va être pragmatique. Moi, je l'ai vue lorsqu'elle est sortie au début des années 90. Et à l'époque, une chose qui m'avait plu, c'est que le héros adulte avait à ses côtés une petite sœur. Comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans de précédentes vidéos, j'ai toujours beaucoup aimé les sidekicks enfants des héros. Jamais qu'un personnage me fasse la promesse que je n'avais pas besoin d'attendre d'être adulte pour compter et faire des grandes choses. Donc déjà en soi, la présence d'un enfant qui participe à l'action avait tout pour me plaire, mais il se trouve qu'en plus, cette fois, le sidekick était une fille. Je vous ai déjà parlé de ma frustration devant les chevaliers du Zodiaque. Alors, un sidekick enfant qui se trouvait en plus être une fille comme moi, que fallait-il de plus? Ce simple détail m'a suffi à me souvenir de la série. Et donc finalement le maître des bottes c'est pas ça? Ah si, c'est ça, mais c'est pas que ça. Quant à moi, j'ai un besoin urgent de vous voir. C'est français. Vous verrez que je peux être très reconnaissante. Très français. Je dirais qu'elle a de bons rivets aux bons endroits. Un peu trop français. Je vous trouve très séduisante, Lady Frenzy, mais mon cœur ne connaît que l'argent. Beaucoup trop français. C'est la série préférée de Jean Chalopin. Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Bon, blague à part. Oui, cette série contient beaucoup de situations un peu salaces et de sous-entendus à connotation sexuelle et on aura l'occasion d'y revenir, mais ce n'est évidemment pas le cœur de la série. Le maître des bottes, c'est d'abord et avant tout un concept très cool. Nous sommes dans le futur, 2025 selon Wikipédia, mais la référence temporelle la plus précise qu'on ait relevée dans les épisodes eux-mêmes est qu'un personnage du passé est mort en 2017. À cette époque, l'essentiel du travail dans la société et chez les particuliers est effectué par des robots semi-autonomes, les 3A, produits et vendus par la Robotic Megafact Corp, ou RM Corp, qui en a le monopole. Cette méga corporation, qui contrôle également les médias et l'essentiel du monde politique, dispose de sa propre cité-État en plein milieu de l'Amérique du Nord, et son patron, Lewis Léon Paradigme, dit LLP, est pressenti pour regrouper sous son égide toutes les supranations de la planète et devenir président du monde. Mais le scientifique génial qui a conçu les 3A, Ziv Zoolander, a découvert la vérité sur LLP. Il projette de fabriquer des puces électroniques ultra sophistiquées de contrôle à distance, les crankchips, et de prétexter une grande campagne de mise à jour de tous les 3A du monde afin soi-disant de les rendre plus autonomes, pour implanter ces crankchips dans chaque robot et devenir ainsi instantanément maître du monde. Ziv, conscient qu'il ne pourra pas convaincre les médias que la RM Corp complote contre la liberté, et supposant que de toute façon si la Corp était brutalement acculée, elle tenterait en désespoir de cause de conquérir le monde dans un bain de sang avec ses forces armées, entre en résistance. Il a conçu en catimini, un peu avant le début de notre histoire, une nouvelle génération de robots, les Boys, qui sont en fait des intelligences artificielles capables de conscience et de réflexion. Bien qu'il s'agisse de robots ouvriers, sportifs, cuisiniers, médecins ou de jouets pour enfants, il a augmenté leur agressivité pour que cette armée de fortune l'aide à combattre la RM Corp, à détruire plus précisément les usines de crankchips chaque fois que la Corp tente d'en construire. Mais la PDG de la RM Corp, Lady Frenzy, et son aide scientifique, le Dr. Hiss, découvrent les projets de Ziv. Et ils savent que je sais qu'ils savent que je sais. Notre héros, traqué par la Corp et par les polices du monde convaincus que Zoolander est un terroriste et un fou dangereux, se cache donc avec sa sœur Blitzy, la seule famille qui lui reste, dans un bunker secret construit par son grand-père. C'est donc avec ses boys et sa sœur que, dans chaque épisode, il cherchera à déjouer les manigances de LLP, Lady Frenzy et Hiss pour conquérir le monde. Une première chose à dire sur la structure de la série est qu'elle est semi à suivre, oui, mais tendance vraiment à suivre. Les stratégies des héros et des méchants progressent au fil des épisodes, des inventions reservent, d'autres tombées en désuétude sont progressivement abandonnées, etc., etc. Malgré quelques rares faiblesses de continuité et une dernière dizaine d'épisodes sur 40 en tout légèrement plus faibles que le reste, c'est très réussi du point de vue des scénarios, mais très exigeant envers les enfants spectateurs.
On attend d'eux qu'ils se souviennent de la fonction de tel robot qui a servi pour la dernière fois je ne sais combien d'épisodes plus tôt et dont le fonctionnement n'est pas rappelé, ou encore qu'ils aient retenu que si Ziv utilise ses bottes fusées, les batteries de son équipement vont se vider, car le problème se pose de façon récurrente et on n'en réexplique pas toujours la raison. La série est vite les poncifs de ce type de production. D'abord, elle a très peu recours à des épisodes types et est très inventive pour les scénarios. La raison principale est que les héros attaquent les méchants. Souvent dans ce type de série, et même dans la fiction en général, on retrouve un schéma standard dans lequel les méchants conçoivent leur plan du jour, tentent de le mettre en œuvre et sont déjoués par les héros. Ici, vu que Ziv Zoolander cherche activement à déjouer un complot qui se met en place de façon semi-passive, on est assez souvent dans des situations où ce sont les gentils qui complotent contre les méchants. À vrai dire, la réputation de terroriste de Zoolander n'est pas imméritée. Esthétiquement, lui et sa bande de boys déboulant sur le terrain pour attaquer les robots de la Corp n'ont rien à envier à Griffe Rouge et ses hommes dans Batman, dans le registre groupe de malfrats déterminés et armés jusqu'aux dents. Mais on reviendra plus tard sur la dimension morale de la série. Ensuite, la série exploite une complexité de bible littéraire à la française pour diversifier les fronts sur lesquels les gentils et les méchants se combattent. Les méchants disposent d'une grande diversité de sbires. Outre les employés humains de la RM Corp, qui interviennent très peu et ne sont pas au courant des projets de leur chef, ils ont non seulement deux types de fantassins, les security bots qui gardent la cité-état de la RM Corp et les green bots qui servent d'armée privée, mais aussi un beast bot, capable de reconnaître Ziv à son odeur s'il se cache dans les parages, des robots géants, les MDB ou bots de destruction massive, et même des cyborgs, dits humains bots, des humains avec des implants, qui sont soumis à la RM Corp car leur amélioration provoque une dépendance semblable à celle de la drogue. C'est un peu Deus Ex en fait. Comme je viens de dire, cette diversité n'est pas que cosmétique. Elle participe à mettre en scène la multiplicité des projets des méchants. En effet, LLP a un plan A, qui consiste à améliorer tous les robots du monde pour devenir maître de tout. Ce plan suppose de fabriquer les crank chips à partir d'un minerai rare tiré de météorites. Or, dans les épisodes consacrés à ce plan A, Ziv Zoolander, sa sœur et ses boys détruisent les usines et le minerai. Donc LLP a un plan B. Poussé à bout, il cherchera à conquérir le monde par la force. C'est pour ça qu'il développe les MDB et des alliages plus résistants pour ses Greenbots. Dans les épisodes consacrés à ce plan B, le but des héros sera de saboter ces machines pour les détruire ou convaincre LLP de leur inefficacité. Parallèlement, LLP œuvre à un plan C, plus souterrain, devenir président du monde. Malheureusement, il lui faut pour cela le soutien de 65% des présidents des supranations, en gros les continents. Or, trop d'entre eux lui sont hostiles. Dans les épisodes consacrés à ce plan C, ou bien LLP tentera d'intimider, de soudoyer ou d'éliminer ses opposants politiques, ou bien Ziv tentera de convaincre les présidents de ne pas le soutenir. Donc il y a des bases assez variées pour les épisodes. Par ailleurs, cette série a la particularité de ne pas chercher à avoir de morale de fin d'épisode. Dans de nombreuses séries, l'enjeu d'une partie des épisodes sera qu'un personnage va faire des erreurs liées à un de ses défauts et devra apprendre de ses erreurs. Le maître des bots refuse ce schéma. Même quand les personnages font des choses vraiment débiles, et ça arrive d'autant plus souvent que la plupart des gentils sont des robots, ce n'est jamais présenté comme des erreurs objectives. Et le scénario va chercher à rebondir sur les actions des personnages plutôt que de leur faire avoir des conséquences purement négatives pour leur faire apprendre de leurs erreurs. Un exemple particulièrement extrême. Dans un épisode, Ziv déprime parce qu'il est fatigué de sa lutte contre la RM Corp. Watson, le robot médecin garagiste, et Cook, le robot cuisinier, pensent que pour lui remonter le moral, il lui faut une fille. C'est la série préférée de Jean Chalopin. Il décide donc de lui en acheter une sur catalogue. Par chance, le catalogue de la RM Corp, qui vend des robots, montre une fille en maillot de bain devant un robot géant. Les boys pensent donc que la fille est à vendre au même prix que le robot. Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Ce sont des robots, c'est normal qu'ils comprennent pas. Alors, pourquoi ils l'ont mise dans ce catalogue, alors? Excellente question! Pourquoi pas? On achète des robots tous les jours. Mais c'est différent, voyons. Pourquoi? C'est quoi la différence? Excellente question. Bref, les robots téléphonent à la RM Corp pour acheter la fille. Pour que leur repère ne soit pas localisé, ils détournent l'appel sur plein de satellites. Donc ils sont pas complètement teubés. Mais leur demande est tellement bizarre que le standardiste robot la transmet à Lady Frenzy directement, et la localisation étrange de l'appel achève de convaincre celle-ci qu'il s'agit des robots de Ziv Zoolander et que c'est l'occasion de le piéger. Donc, comme elle sait que Ziv pense avec sa bite, on y reviendra, qu'est-ce qu'elle fait, Lady Frenzy? Elle fait fournir au robot de Ziv le numéro de téléphone de la fille de la photo, contacte son agence de mannequinat et verse une forte somme d'argent pour qu'on convainque ce mannequin d'accepter un rendez-vous avec Ziv Zoolander. Ce rendez-vous étant l'occasion rêvée de le piéger. En d'autres termes, l'agent de la fille l'exhorte à se prostituer. Comme elle a besoin de boulot, elle accepte. Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Elle ignore les motivations de Lady Frenzy, donc elle ignore que c'est un piège pour Ziv. Elle ignore même que le client est le célèbre terroriste Ziv Zoolander. Lorsque celui-ci la contacte pour s'excuser de cet incident, elle lui fait savoir qu'en fait elle trouve ça plutôt flatteur et accepte un rendez-vous avec lui. Ça a beau être très suspect, Ziv s'y rend parce que vraiment il pense avec sa bite. Mais bon, il a pris ses précautions et arrive à se tirer de ce guet-apens, et il garde contact avec la fille. À ce stade, précisons qu'elle s'appelle Alicia.
Il s'en méfie, elle se méfie de lui, mais un jour elle le rappelle parce qu'il est le seul à pouvoir venir au secours d'Annie à elle, ce que Ziv fait, et plus tard, les deux se mettent à sortir ensemble. Fustigés pour leur naïveté, Watson et Cook n'auront jamais à remettre en question leur initiative sur le fond. Les péripéties se sont juste articulées autour de leurs actions, sans qu'on soit censé considérer qu'ils ont réellement eu tort. Et ça, je trouve ça original, et même plutôt bien. Ça déjoue un peu les attentes du spectateur. Certes, ça aboutit à ce qu'il se passe des choses assez aberrantes, et on a dit qu'on reviendrait plus tard sur la dimension éthique de la série, mais ça aboutit surtout à ce que, plutôt que d'apprendre de leurs erreurs, les personnages agissent dans l'optique de rivaliser de ruse et de contre-ruse les uns contre les autres. Et ça marche très très bien. Certes, Ziv pense avec sa bite, certes les robots sont bêtes comme des robots intelligents indisciplinés, et certes Blitzy a tête brûlée, mais tous ces personnages sont réellement et constamment compétents. C'est aussi le cas des méchants. Dès l'épisode 4, les héros infectent le PC de Lady Frenzy avec un virus, le miroir, qui permet d'espionner via webcam tout ce qui se passe dans son bureau. Ce virus est indétectable et impossible à enlever, donc il reste toute la série. Ziv s'en sert évidemment pour reluquer Lady Frenzy pendant qu'elle se maquille. J'adore cette invention. Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Mais surtout pour espionner ses conversations avec Is et ainsi savoir ce que projette la Corp. Les méchants ne sauront jamais d'où Ziv tire ses informations sur eux malgré leur tentative de le découvrir ou de le déjouer. Mais comprenant que Ziv les espionne par un bien indéterminé, ils se mettent de plus en plus à se raconter des conneries exprès pour entraîner Ziv sur des fausses pistes et lui tendre des pièges. Là, il est en train de raconter de la merde exprès. Ziv finira donc par compter de moins en moins sur le miroir et tentera de développer des stratégies alternatives pour déterminer ce que mijotent réellement les méchants. Présentons d'abord notre méchant principal. Lewis Léon Paradigme, LLP, intervient relativement peu, ce qui au passage lui permet de rester classe jusqu'au bout, et est un personnage assez générique de Lex Luthor. D'ailleurs il est chauve aussi, ça va avec le boulot, ce type de personnage est souvent chauve. On ne saura jamais pourquoi il porte un gant à une main. On constate qu'il est extrêmement fort physiquement, tant et si bien que j'ai cru qu'on découvrirait que c'est lui-même un robot, mais non, il va chez le dentiste, et il a un neveu. C'est un humain. D'abord désireux de prendre Zoolander vivant pour le forcer à retravailler pour lui, il finit par en avoir marre de la délicatesse et ordonne qu'on tire sur lui à vue. Ça contrarie Lady Frenzy, la PDG de la Corp. Elle a une attirance réciproque d'ailleurs pour Ziv, et prétexte sa valeur en tant que scientifique pour convaincre LLP et Is de continuer d'essayer de le prendre vivant. Elle s'interposera même une fois pour le sauver. Mais c'est une méchante impitoyable. Elle serait prête à tuer des enfants pour rendre Ziv encore plus impopulaire qu'il l'est déjà auprès de la population du monde. Sa méthode, en tant que PDG de la Corp, consiste à user de ses charmes sur les vieux banquiers ou les jeunes ingénieurs prometteurs, et si cette stratégie échoue, à verser des pots de vin. C'est elle qui a le contrôle le plus direct sur les robots de la Corp, mais c'est le Dr. Is qui est vraiment l'homme de terrain. Ce bonhomme grotesque avec des tuyaux dans la bouche qui aspire sa salive en permanence et font un épouvantable bruit de succion n'est absolument pas un clown. Il n'est pas aussi brillant que Ziv, mais il a conçu les MDB et les Human Bots, et de plus en plus souvent à mesure que les épisodes passent, c'est lui qui élabore des stratégies compliquées basées sur la duperie pour prendre les Zoolander et leurs boys au piège. Le problème, c'est qu'il sous-estime la force de frappe des gentils et se fait complètement avoir lors de la phase consistant à les faire prisonniers après les avoir attirés dans le piège. Il désire percer le secret de l'intelligence des boys pour construire ses propres robots pensants. On ne saura jamais pourquoi il lui manque au moins un bras et une jambe, pourquoi il a des tuyaux comme ça, ni pourquoi il n'opte pas pour des prothèses plus fonctionnelles comme celles qu'ont ses Human Bots. La dépendance qui en découle peut-être. C'est comme le gant de LLP, c'est juste une curiosité visuelle jamais mentionnée dans les dialogues. Quoi qu'il en soit, si les épisodes précoces se focalisaient plus sur Lady Frenzy, côté méchant c'est clairement Is, la vedette de la deuxième moitié de la série. Ces trois antagonistes sont irréductiblement méchants. Le calme de LLP, les sentiments de Frenzy pour Ziv et la rationalité de Is n'y changent rien. Leur fidélité à tous les trois, les uns aux autres, a d'ailleurs quelque chose de remarquable. Is est terrorisé par ce que LLP pourrait lui faire s'il lui déplaisait, Frenzy est en conflit verbal fréquent avec Is et doit constamment cacher à LLP qu'elle a des motivations personnelles pour épargner Zoolander, et LLP voit bien que ses sbires échouent souvent, mais ils reconnaissent la valeur les uns des autres, restent solidaires et suffisamment soudés pour savoir que si l'un d'entre eux trahit, c'est parce qu'il est sous contrôle mental des gentils ou autres. Côté sbire, aucun n'essaye d'obtenir les faveurs d'LLP au détriment de l'autre. Côté patron, il tient compte des idées et des objections de ses subordonnés. Les sujets de discorde entre méchants sont comme tout le reste, des éléments sur lesquels le scénario rebondit plutôt que des failles dans lesquelles les gentils s'engouffrent. Les gentils sont vraiment nombreux. En plus des deux humains, il y a une dizaine de robots ayant une personnalité identifiée et quelques autres interchangeables. Comme vu précédemment, la série s'autorise des gags autour d'eux qui seraient insupportables si c'était des humains, mais qui indisposent beaucoup moins le spectateur dans la mesure où ce sont des robots. À tel point même qu'on se demande souvent si c'est débile ou si c'est brillant. L'histoire de la fille achetée sur catalogue n'est qu'un des nombreux exemples. Avant de parler de Ziv, j'aimerais parler de Blitzy. Comme dit au début de la vidéo, c'est le personnage de la petite sœur du héros qu'il traite en égal, qui participe à l'action autant que lui, et auquel j'étais heureuse de pouvoir m'identifier.
La série se refusant toujours à mettre en scène des personnages devant apprendre de leurs erreurs pour faire l'objet de morale de fin d'épisode, Blitzy est plus ou moins une Marissou. Outre qu'elle ne fait jamais la connerie du jour vu qu'il n'y a pas d'épisode de type un des gentils fait la connerie du jour, elle n'est pas traitée par le scénario comme l'enfant du groupe, bien qu'elle ait 10 ans. C'est Takidi, l'un des boys ayant l'apparence d'un gamin qui revient ce rôle. On y reviendra. Par ailleurs, Blitzy n'a pas de défaut aussi clairement identifié que les autres personnages, à savoir que Ziv pense avec sa bite et que les robots sont cons comme des robots intelligents. Elle a une caractéristique distinctive quand même, elle est très belliciste. Un peu semblable à Clyde de Highlander de ce point de vue. C'est toujours elle qui insiste pour qu'on mette les gros moyens pour bastonner les méchants. On va les frapper vite et bien, les saboter et semer la terreur dans leur rang. D'ailleurs, c'est souvent à elle que Ziv confie la tâche de faire bruyamment diversion en attaquant la garde des méchants devant la porte d'entrée, tandis que lui se faufile discrètement par les issues de secours pour accomplir la mission du jour. Elle doit être un peu surdouée comme son frère, car elle a de bonnes idées pour des concepts de robots à faire fabriquer par Genisix, le boys inventeur, mais avec un goût plus prononcé pour les machines de guerre qu'autre chose. C'est donc sur l'initiative de Blitzy que sont conçus les véhicules des héros qui s'assemblent pour former un Megazord. On se répète un peu mais c'est frappant, dans n'importe quelle autre série, ce côté tête brûlée serait présenté comme un défaut, symptôme d'un manque de maturité. Pas dans le maître des bottes. La preuve, quand Ziv s'absente pour une sortie en amoureux avec Alicia, oui la fille achetée sur catalogue, c'est Blitzy qui prend le commandement des boys. Elle ordonne qu'on mène l'assaut avec des tonnes de robots jetables fabriqués sur le tas, et là où on s'attendrait à ce que ce soit une erreur, il se trouve que non seulement c'était la chose à faire, pour des raisons que Blitzy ne pouvait pas connaître, mais qu'en plus ça ait pour principale conséquence que les méchants soient complètement ébahis de comment ils s'en sont pris plein la gueule ce jour-là. Mais du coup, ça veut dire que Blitzy est meilleure commandante que Ziv, comme elle le sous-entendait en début d'épisode? Bah du coup oui, c'est un peu la conclusion qu'on est obligé de tirer. Je ne pense pas que ce soit celle pensée par les auteurs, je crois plutôt qu'ils ne considéraient pas qu'il y avait une conclusion particulière à tirer des événements. C'est un peu une faiblesse de cette méthode d'écriture de scénario sans morale, car on n'est clairement pas censé penser du mal de Ziv Zoolander. Bien qu'il partage la vedette avec Blitzy à quasi 50%, c'est quand même incontestablement lui le personnage principal, et on n'est incité à douter ni de ses bonnes intentions, ni de son intelligence, ni de ses compétences. On a au contraire un certain nombre d'éléments destinés à montrer qu'il est très prévoyant. Pourtant, la mise en scène le présente comme tout sauf un héros idéal. Déjà, il est un peu négligent. D'abord avec ses boys, dont il n'écoute pas les suggestions quand il est concentré sur autre chose, mais aussi avec certains détails techniques des opérations qu'il mène. C'est pas si rare que quelqu'un d'autre l'avertisse qu'un truc va foirer pour telle raison, qu'il réponde « Non, pas de problème, t'inquiète !» et que ça foire pour la raison prédite. Et donc il pense avec sa bite. Bon, va falloir qu'on explique un peu ce qu'on entend par là. Il fantasme sur Lady Frenzy, dont il sait parfaitement que c'est une méchante qui ne pourra pas convaincre de le rejoindre. Son attirance pour elle est visiblement purement physique. C'est rare qu'un dessin animé assume ce genre de choses à ce point-là de la part d'un gentil. Donc ça mérite d'être relevé. Il ne fera jamais de bêtises irréparables sur base de sa libido envers Frenzy. Personne ne fait de bêtises irréparables dans cette série. Mais cette libido est extrêmement présente dans les dialogues et dans les péripéties. On a déjà parlé du fait qu'il aimait bien la mater grâce à son virus d'espionnage. C'est pour affaire cette fois. On peut aussi mentionner le fait que quand il prend l'apparence de LLP et Blitzy celle de Lady Frenzy pour infiltrer la cité des méchants, Ziv apprend à sa petite sœur de 10 ans à bien rouler du cul pour que son interprétation de Lady Frenzy soit convaincante. Et qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon de marcher? En fait, eh bien, rien si tu étais Blitzy, mais Lady Frenzy, elle ne marche pas vraiment comme ça. C'est la série préférée de Jean Chalopin. Et il envisage, alors qu'il sait que ça peut faire foirer la mission, d'embrasser Lady Frenzy dans son sommeil. Lady Frenzy qui a donné un consentement clair, mais ne l'a pas donné volontairement. C'est la série préférée de Jean Chalopin. Bon, au moins il ne fera rien de tel quand il aura Lady Frenzy sous contrôle mental. Mais c'est pas les arrière-pensées qui manquent. C'est drôle d'être si près de vous. C'est encore plus bizarre de vous tenir sous mon contrôle. Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Bon, il ne faut pas être injuste. Ce côté un peu obsédé ne rend pas le personnage antipathique. Contrairement à ce qui peut se passer dans Nicky Larson, les gags autour de son obsession n'occupent que peu de temps d'épisode à chaque fois et ne ralentissent pas l'action. Ils ne font donc pas la même impression de lourdeur qu'un épisode de Nicky Larson et n'embarrassent pas autant. Le spectateur est seulement amené à trouver, comme Blitzy, que ça lui donne l'air un peu débile quand ça se manifeste. Ce pauvre débile. L'esthétique générale de la série ne donne pas envie au spectateur d'exiger que les héros soient des parangons de vertu. Le contexte d'une guerre entre des combattants de la liberté considérés comme des criminels et une méga corporation qui projette de conquérir le monde justifie qu'on tolère de la part des personnages leur occasionnel manque de déontologie. Tant mieux car en fait cette série est très Marvel. On va peut-être un peu réexpliquer parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on entend par là. On a déjà abordé la question plusieurs fois, mais au bout d'une centaine de vidéos, on peut pas exiger de notre public qu'il ait tout vu,
Donc mieux vaut prendre le risque de se répéter un peu. Les styles DC et Marvel se distinguent par une différence fondamentale d'état d'esprit qui permet de les reconnaître clairement l'un de l'autre, même dans des œuvres n'ayant rien à voir avec ces firmes. Mais cette différence d'état d'esprit peut se manifester de plusieurs manières différentes selon le contexte. Dans celui du maître des bottes, quand nous disons que c'est Marvel, ce que nous voulons dire par là, c'est que le fait que les héros sont occasionnellement immoraux est un constat. C'est descriptif. C'est une caractérisation nuancée des personnages qui n'est pas faite pour faire l'objet d'un jugement. Ce n'est pas un sujet. Dans une série qui serait d'ici, les héros pourraient également faire des choses immorales, mais alors ça devrait être un sujet. Ça devrait faire l'objet d'un questionnement déontologique un peu engagé, un peu inspirationnel. Les héros du maître des bottes se refusent à risquer la vie d'innocents par dommages collatéraux, n'envisagent pas d'attenter à la vie de leurs 3 ennemis, en particulier quand ils sont sans défense, et refusent même de détruire les robots de police qui ne sont pas sous le contrôle de la RM Corp. Mais ils n'hésitent pas à recourir au contrôle mental, et plus généralement, comme on l'a dit, à attaquer leurs ennemis sans provocation et avec des méthodes parfois assez fourbes, sans que ça fasse l'objet d'un quelconque questionnement éthique, ni de la part des personnages, ni de celui de la mise en scène. Il y a même une fois où Blitzy vole ses chaussures à un chanteur juste parce qu'elle en a envie. Les personnages ont un comportement typiquement Marvel. Comme dit précédemment, la population du monde considère Ziv comme un criminel. On apprend même qu'environ 95% des gens pensent que c'est un terroriste. Ça, c'est classique. Un exemple qui l'est moins. Dans un épisode, une journaliste découvre la vérité sur Ziv et sur la RM Corp. Sa vie étant menacée par les méchants, Ziv lui propose de rejoindre son équipe de combattants de la liberté. La journaliste, pourtant présentée comme un personnage plutôt positif, refuse, tout simplement parce qu'elle est lâche et qu'elle préfère se cacher. Elle l'avoue sans problème, et ce n'est pas spécialement présenté comme quelque chose de péjoratif, mais au contraire comme quelque chose de neutre, de normal. C'est plutôt intéressant comme approche, et ce style général de la série nous a beaucoup convaincus. Nous disons souvent que nous avons une préférence nette pour DC par rapport à Marvel, et en effet nous préférons que les actions des personnages soient l'occasion de grandes réflexions sur ce qui fait qu'un héros est un héros, sur la vraie nature de la tyrannie, sur la manière dont Elvis peut corrompre les initiatives ou que sais-je, car ça parle à notre imaginaire et nous paraît porteur d'une positivité et d'une richesse incomparable. Mais le maître des bottes, bien que très Marvel à cet égard, nous a beaucoup plu, et nous a beaucoup plu parce que cet état d'esprit est au fondement de ces scénarios précédemment décrits où les adversaires rivalisent de ruse et d'ingéniosité. Bah oui, puisque tout est permis et qu'on n'a pas besoin de commenter l'action d'un point de vue éthique. Le ton général de la série est un peu hybride. Comme Jean Chalopin le dit lui-même, qui était plein d'humour, d'action. Il y a un style action-humour très série américaine des années 80. Mais le fond est très sérieux. La série ne s'oblige pas à inventer des plans loufoques aux méchants pour rester dans la légèreté. Et on peut aussi bien parler de robots géants que de manipulation des masses et de corruption. La série n'est certes pas très violente, le fait que les sbires des méchants soient des robots aide beaucoup de ce point de vue, mais elle ne pêche pas non plus par excès de pudeur. On s'autorise toujours à montrer ce qu'on a besoin de montrer. Disons que c'est un peu comme Sonic le Rebelle, sans doute même un cran au-dessus. Étant Marvel, c'est peu intellectualisé, donc peu dramatisé, mais en contrepartie ça paraît assez complet. On parle de tout ce dont on a besoin de parler pour crédibiliser les méchants et le conflit au centre de l'intrigue. Et encore une fois, ce style nous a plutôt convaincus. On peut tout de même regretter d'avoir affaire à des gentils à la Marvel qui sont vraiment pas sympas entre eux. Mais on le supporte plutôt bien, vu que la plupart, parmi lesquels les moins sympas, sont des robots qu'on sait capables d'empathie, mais auxquels on ne reprochera pas d'en manquer. Nous ne décrirons pas tous les robots en détail. Comme dit précédemment, ils sont intelligents comme des humains, mais cons comme des robots intelligents, ce qui est source de gags et de péripéties. On voit cependant dans un épisode en quoi le fait d'être capable de penser par eux-mêmes les avantages par rapport aux 3A des méchants. Les Boys, comme ils se font appeler, se rangent en catégories. Il y a d'abord Genisix, le robot inventeur, le premier construit par Ziv et qui est peut-être celui qui a construit tous les autres, et Dinord, le robot expert. Étrange d'avoir séparé les deux fonctions. Peut-être dans le but de vendre plus de jouets, ou pour en avoir un plutôt sérieux, Genisix, et un plutôt comique, Dinord. Ensuite, il y a les robots d'entretien, Watson le médecin réparateur et Cook le cuisinier. Ensuite, il y a les Street Boys, Tools et Jammers. Tools est plus ou moins le boys principal, donc le plus Tintin de tous. Son seul signe distinctif est d'avoir le vertige. Celui de Jammers est de s'exprimer en rap. Écoute ça mon grand et fais bien attention, on va te sortir du trait pour faire une bonne action. C'est pénible, mais on s'y fait. On reviendra sur la forme. Ensuite, il y a les animaux. Swang, qui parle un peu en R2D2 et sert principalement d'espion, et Zozio, qui n'est pas très au point et fonce dans les murs. Ensuite, il y a Twig, qui est un transformer voiture, et les Sport Boys, des purs combattants qu'on ne va pas nommer individuellement, mais qui ont été conçus pour faire du sport et attaquent avec des ballons et balles explosifs. Ce sont plutôt eux qui sont pas très sympas, particulièrement avec Kiddy. Puisqu'on est sur Transformers, Kiddy, c'est un peu Starscream. Je sais que tout le monde a retenu de Starscream que c'est le sbire qui cherche à poignarder le grand méchant dans le dos, mais moi, ce qui m'a marqué avec lui, c'est que quand il dit des choses intelligentes, on ne l'écoute jamais. Bah, Kiddy, c'est ça. Quand il parle, c'est généralement pour dire des choses importantes, mais on ne l'écoute jamais. Étant vraisemblablement conçu pour être un jouet ou un robot nounou, il n'est pas fait pour le combat.
donc Ziv rechigne à l'emmener sur le terrain. Il reste généralement à la base comme Watson et Cook. Ensuite, il y a Nils. Il est beaucoup plus classe que les autres. Il a été purement conçu pour le combat, dans l'épisode 2, contrairement aux autres qui existaient déjà avant le début de l'histoire, à partir de l'ADN d'un ninja célèbre. Vous formalisez pas, faut pas toujours chercher la crédibilité technique dans cette série. Dans un épisode tardif, Jenny Six réinvente carrément la formule du Dr Jekyll pour séparer la personnalité positive de la négative. Dr Jekyll qu'il confond avec Frankenstein d'ailleurs. Et dans un autre, il conçoit un appareil pour lire dans les pensées, et Watson une machine à endormir, qui fonctionnent tous deux aussi bien sur les boys que sur les humains. Ou alors on est censé considérer que les boys sont en fait humains à ce point-là, même s'ils sont artificiels. D'ailleurs, Ziv les considère comme des personnes. Les reconstruire, ce serait pas la même chose que les ressusciter à ses yeux. Et pour finir, il y a les têtes. T1, T2, T3, T4 et T5. T3, T4 et T5 sont interchangeables. T1 et T2 ont une personnalité, enfin plutôt un gimmick pour T2, mais ils sont surtout là pour commenter bruyamment l'action. Mais non, c'est pas lui. Et moi, je te dis que c'est lui. Mais non, c'est pas lui. C'est lui. Oui, c'est une série qui est très bruyante. Les robots parlent beaucoup tout le temps et la musique très péchue ne s'arrête jamais. C'est fatigant, daté, et peut-être pas facile à supporter pour un public peu habitué aux séries animées pour la jeunesse des années 80-90. C'est malheureusement un aspect rebutant de la série. On finit par s'y habituer comme on s'habitue à toute chose. Pour notre part, on a même fini par apprécier cette ambiance sonore. Mais soyez prévenus que dans un premier temps, il faut savoir voir les immenses qualités de fond de la série par-delà cette forme atypique. Visuellement aussi, c'est plutôt vieillot, surtout pour les années 90. Le graphisme des personnages est minimal, et il y a quelques erreurs d'animation. Ce n'est clairement pas de l'animation à très gros budget. Il ne sera pourtant pas dit que la série n'a rien à proposer d'intéressant sur le plan visuel. Dans chaque épisode, le combat de ruse entre les gentils et les méchants finit par atteindre un point culminant où les adversaires en décousent au cours d'une grande scène de baston chaotique. Cette scène est en 3D. Non, pas en 3D comme ça, en 3D comme ça. C'est un gimmick de cette série. Un personnage, souvent Ziv, annonce que la fête commence et abaisse sa visière, ce qui indique aux jeunes spectateurs qu'il faut mettre des lunettes 3D vendues avec les jouets. Plutôt que la traditionnelle image décomposée en rouge et bleu, les animateurs ont opté pour une technique permettant aux spectateurs de visionner la scène de façon convenable avec ou sans les lunettes. Ils ont donc eu recours à l'effet Pulfriche. En faisant simplement se déplacer les éléments de la scène visuelle latéralement à des vitesses différentes, calculées en fonction de leur place dans la perspective, l'animation exploite conjointement deux manières dont notre cerveau utilise la parallaxe pour évaluer les distances afin de créer l'illusion d'une profondeur. D'abord, quand vous vous déplacez, plus un point de votre champ de vision est éloigné, plus il donne l'impression de se déplacer lentement par rapport à vous, et vice versa. Mais des différences de vitesse ne suffisent pas pour créer l'illusion de la profondeur. Ensuite, plus un point est proche de vous, plus il y aura un décalage entre la position où le voit votre œil gauche et celle où le voit votre œil droit. L'idée ici, c'est de recréer artificiellement ces différences de décalage grâce aux mouvements latéraux du décor. Prenez des lunettes de soleil, gardez uniquement le verre droit, car le déplacement latéral de l'avant-plan dans le mètre des bottes est vers la droite. Enlevez l'autre verre, ou bien débrouillez-vous autrement pour ne couvrir que votre œil droit. Celui-ci recevra moins de lumière, donc mettra plus de temps que l'œil gauche à analyser l'information visuelle et sera en retard sur lui. Ce décalage temporel entre vos deux yeux recréera un décalage de position des éléments de la scène qui sera d'autant plus important que les éléments en question bougent vite. Ainsi, votre cerveau croira que les éléments qui bougent vite vers la droite sont plus proches de vous que ceux qui bougent lentement vers la droite, lesquels sont plus proches que ceux qui ne bougent pas du tout, lesquels sont plus proches que ceux qui bougent vers la gauche. Votre cortex visuel continue d'interpréter le mouvement du décor comme un mouvement, bien sûr, mais il perçoit la différence entre ce que lui transmettent les deux yeux comme de la profondeur. Vous voyez donc les dessins des personnages répartis en 3D dans un décor en travelling circulaire. Mettez vos lunettes. On va montrer des images et a priori ça marche sur n'importe quel écran à condition de regarder d'assez loin. L'utilisation de cette technique fait que ces scènes sont un peu déroutantes et objectivement pas toujours très bien faites. Quelque chose dans la réalisation de ces séquences semble avoir imposé des différences de colorisation, donc des erreurs. Et ces scènes sont parfois prétexte à mettre les mêmes images en boucle. Mais sur le principe, c'est assez novateur, comparable à ce titre à l'usage des images de synthèse dans Code Lyoko. Et surtout, tout vieillot que ce soit, ça donne occasionnellement des effets vraiment très classe quand on arrive à bien faire marcher la 3D. Ça donne à la bataille une envergure que le style graphique seul serait insuffisant à rendre. Le placement de ces scènes dans l'intrigue n'est pas stéréotypé. À partir de l'épisode 13 environ, on peut aussi bien les avoir au début de l'épisode qu'à la fin, voire les deux. Elle débute, comme on l'a dit, par une annonce de la part d'un personnage et l'affichage à l'écran d'une icône représentant la paire de lunettes vendue avec les jouets, et se termine par une autre annonce du style « La fête est finie » ou « On rentre à la maison ». C'est un gimmick. Ça ne cherche absolument pas à dissimuler son côté récurrent et codifié. Dans le générique en anglais, Ziv s'adresse d'ailleurs directement au spectateur pour lui expliquer comment ça se passe. Le déroulement et l'enjeu de ces scènes par contre dépend énormément de l'épisode. Ça peut être la grande offensive des héros contre les installations des méchants, ou au contraire, leur tentative de fuir un piège ou autre. La seule constante, c'est que c'est toujours une scène de combat avec plein de robots des méchants qui explosent. Comme sous-entendu précédemment, la structure des épisodes de façon générale est très peu codifiée. C'est l'intrigue, elle-même très variable, qui dicte la structure. Et encore une fois,
Il n'y a pas de morale de fin d'épisode, donc pas de nécessité de respecter un schéma situation initiale, élément perturbateur, péripéties, dénouement, épilogue. De fait, d'épilogue, il n'y a généralement pas. C'est quelque chose qu'on peut regretter, car les actions des personnages au cours des péripéties ont potentiellement des conséquences à long terme, donc ce serait bien d'avoir des scènes où les personnages discutent entre eux de ce que leur inspire l'aventure du jour. Mais non, c'est rare qu'on ait ça. Trop souvent, on n'assiste pas à la réaction des méchants à leur défaite. Ça, vraiment, dans une série qui est quand même pas mal à suivre, c'est un peu dommage. La série elle-même se termine malheureusement sur un cliffhanger. C'est assez courant pour les séries occidentales des années 90 de ne pas avoir de fin. Celle-ci a au moins un épisode final qui correspond vraiment à une fin de cycle, où des événements importants ont lieu qui pourraient être conclusifs si l'épisode ne proposait pas un dernier rebondissement qui relance l'intrigue. Ce cliffhanger est plutôt intelligent et enthousiasmant, mais c'est foncièrement orgueilleux d'en faire un au bout de 40 épisodes. La plupart des séries n'en font pas plus de 26, et au bout d'un moment, il faut savoir conclure. C'est frustrant les histoires sans fin. Et de façon générale, il est vraiment regrettable que les auteurs aient si peu conscience de l'importance des fins, de l'importance d'en faire une, et de l'importance de s'y tenir. Pour ce qui est du Maître des Bottes, c'est la série préférée de Jean Chalopin. Pour moi, une des meilleures séries qu'on ait produites. Au cours de cette vidéo, nous nous sommes beaucoup moqués de cette déclaration à la lumière du style un peu atypique de cette série, et notamment de ses gags graveleux, mais honnêtement, cette tendresse de Jean Chalopin pour ce dessin animé nous paraît plutôt justifiée. Certes, il faut s'habituer à son ambiance visuelle et sonore très datée, mais passé cette étape, on peut profiter d'une mise en scène péchue, d'une structure narrative d'ensemble bien pensée qui retient l'attention du spectateur, et surtout de rebondissements inventifs au sein des épisodes. Pour son concept captivant et la grande qualité de son écriture, le Maître des Bottes mérite qu'on s'en souvienne.